Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui, on entame une nouvelle série. On va faire un petit projet pour la détection et la classification, surtout pour la classification des bonnes et mauvaises pièces, les gars. Euh, donc, si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je mette, qu'on fasse une série complète là-dessus, les gars. Ça peut intéresser plusieurs personnes, et même ceux qui font, par exemple, dans d'autres domaines que l'informatique, que ce soit la mécanique, par exemple. Donc, les gars, le but du projet, c'est quoi? On a des pièces 3D par exemple, dans mon cas, j'ai les pièces 3D de l'écrou, par exemple, et je souhaite faire quoi? Savoir si une pièce est de bonne qualité ou pas. Donc, vous pouvez imaginer une entreprise qui fait l'usinage des pièces comme ça, et l'entreprise souhaite savoir, par exemple, si les pièces qu'ils fabriquent sont de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Par exemple, une pièce de bonne qualité peut être une pièce, par exemple, dans le cas de l'écrou, ça peut être quand c'est peut-être pas bien fileté, quand il y a des fissures, quoi, par exemple. Quand c'est pas bien lisse, vous voyez, ça peut être des défauts. Et maintenant, on souhaite faire quoi? Détecter ces défauts de façon automatique à partir d'un modèle d'apprentissage automatique, les gars. Ou peut-être à partir d'un réseau de neurones, ou peut-être à partir d'une intelligence artificielle, si on veut le dire comme ça. Donc, je vais d'abord cacher ceci. Je vous montre le modèle. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai pris le cas de l'écrou parce que c'était un modèle simple à modéliser. En fait, c'était une pièce simple à modéliser et aussi ça ne contient pas trop de points comme vous voyez ici. Donc, ça serait simple à manipuler par mon modèle, par exemple. Donc, si vous voulez faire ce projet, par exemple, dans votre cas, ne prenez pas des objets aussi trop complexes parce que si vous prenez des objets trop complexes, vous allez voir tout à l'heure qu'on aura un nuage de points trop dense. D'accord, les gars? Donc, pour un projet simple, on a pris le cas de l'écrou. Imaginons dans une entreprise qui usine des pièces comme ça. À la sortie, par exemple, à la sortie de la chaîne de production, on a juste un scanner qui va scanner la pièce, sortir la version 3D de la pièce et envoyer ça à notre modèle. Notre modèle va dire si la pièce respecte les normes ou pas, si la pièce n'a pas été mal usinée ou pas. Donc déjà, j'ai des pièces ici, comme j'ai une pièce ici. Par exemple, ici, j'ai créé un petit script ici. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que on peut écrire du code Python à l'intérieur. Non. En fait, j'ai écrit un script ici qui permet de générer, par exemple, là, j'ai modélisé une seule pièce. Là, j'ai écrit un petit script qui permet de générer des versions que j'ai appelées des versions mauvaises de cette pièce. Par exemple, si j'exécute ce script, voilà, vous voyez là, là, ça m'a généré une vingtaine de pièces qui ne sont pas de bonne qualité, vous voyez. Par exemple, prenons quelle pièce? Prenons une pièce aléatoire. Une pièce aléatoire. Voilà. Prenons celle-ci. Par exemple, vous voyez que cette pièce, elle a été fissurée, par exemple. Bon, dans la réalité, on n'aura pas des défauts aussi visibles. Dans la réalité, on a des défauts plutôt, peut-être pas très visibles dès le premier coup. Mais ici, vu que c'est un projet test, on peut se permettre de faire des défauts comme ça. Donc voilà, par exemple, un défaut. Et on souhaite détecter ces défauts de façon automatique, les gars. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer juste un peu l'ambiance du projet. Et si ça vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme ça, on va faire une série complète. Donc, quand j'ai fini de modéliser mes pièces comme ça, je vais modéliser des pièces de mauvaise qualité et des pièces de bonne qualité. Et en fait, je vais exporter ça pour former mon dataset. Parce que moi, je n'ai pas un jeu de données sur la main. Il me fallait créer un jeu de données. Donc là, je les exporte. Pour les exporter ici dans ce logiciel, c'est simple. Vous cliquez dessus. Vous partez sur exporter. Vous choisissez point objet ici. Point objet, en fait, c'est une extension très intéressante parce que il nous permet de stocker en fait des objets 3D sous forme de test. Vous voyez, on a une pièce 3D, mais on peut le stocker comme un test, les gars. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui stocke ce fichier. Donc là, dès qu'on finit d'exporter de notre logiciel ici, on peut venir dans notre éditeur de code préféré, par exemple. Voilà. En tout cas, le but d'aujourd'hui, c'est juste de vous présenter un peu l'ambiance du projet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire comme ça, on va le faire sur la chaîne, les gars. Voilà. Là, je reviens dans mon éditeur de code ici.
Comme je vous disais, j'ai exporté ça ici en des pièces de bonne qualité, comme vous voyez ici, et des pièces de mauvaise qualité. Bon, j'ai exporté ça dans 2 dossiers comme ceci. Par exemple, voici mes pièces de bonne qualité. Si j'ouvre une pièce de bonne qualité, vous voyez, l'objet 3D a été stocké, comme je vous ai dit, sous forme de fichier test. Et ce qui est intéressant avec le point objet là, il permet de quitter d'un modèle 3D pour stocker ça en fait sous forme test comme ça. En fait, ce fichier est simple à comprendre. En fait, chaque ligne ici correspond à un point. Je ne sais pas si vous avez vu les points dans le modèle tout à l'heure. Attendez, je vous montre ce que j'appelle des points. Si je reviens ici, on va rétrécir ça comme ça. Voilà. En fait, j'ai fait ça. Voilà, vous voyez des points qui sont là. En fait, ce sont des points qui sont dans un espace 3D, c'est-à-dire chaque point a une coordonnée x, y, z en fait. C'est ça que l'extension .obj là nous permet de stocker. Et il nous permet aussi de stocker les relations qu'il y a entre ces points. Vous voyez que ces 3 points par exemple sont liés. Donc il va stocker la relation entre ces 3 points. Il va nous dire il y a une face entre ces 3 points. Donc si on revient dans notre éditeur de code, voilà. Donc c'est ces informations que stocke ces fichiers. Déjà dans un premier temps, on va chercher donc à exporter ce fichier, les gars. Comme je vous ai dit, ça stocke des points. Donc, on peut récupérer les nuages de points qui sont dans ce fichier. Ça stocke les coordonnées x, y de ces points et z. Donc, ici, j'ai créé dans Implementer un petit script pour pouvoir récupérer ces points. Et quand je récupère ces points, je peux les afficher maintenant sur un plan 3D comme ça, les gars, sur un espace 3D. Donc, sur des axes x, y, z. Donc, c'est le même principe en fait. Je récupère des points que j'ai stockés dans le fichier. Bon, j'ai d'abord fait des petites transformations ici, hein. Comme je vous ai dit, les lignes où il y avait les V là, si vous ouvrez le fichier, attendez, je vois encore le fichier. En fait, chaque ligne où il y a un V là correspond à la ligne où il y a un point. Par contre, si vous voyez ici en bas, plus en bas, on a des F. F, en fait, définit la relation entre ces points. Par exemple, cette ligne nous dit ce point là et ce point sont en relation, en fait, forment une face. Donc, c'est ces informations que je récupère dans ces fonctions. En fait, je ne vais pas détailler la fonction aujourd'hui, mais si le projet vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme ça, on va faire ça sur la chaîne tranquillement. Donc, quand je récupère cette face-là, vous voyez ici, je mets V ici pour spécifier la ligne, pour récupérer les lignes où il y a des V, F pour récupérer les lignes où il y a des faces. Et je combine tout ça en fait. Donc, quand je récupère tout ça, je peux l'afficher comme vous voyez là. Donc, les gars, dans un premier temps ici, j'ai essayé d'afficher ça. Comme je vous ai dit, ce n'est rien d'autre qu'un nuage de points en fait. Et vu que c'est un nuage de points, pouvoir récupérer ça sur Blender, je raconte n'importe quoi. En fait, pour pouvoir travailler sur ces nuages de points en Python, il faut récupérer ça sous forme de matrice. Donc, imaginez une matrice, par exemple, qui représente l'espace. Et dans cet espace, à chaque fois quand il y a un point, dans cette matrice, on met la valeur 1. Quand c'est le vide, on met la valeur 0, vous voyez. Donc, ce n'est rien d'autre que ça. Donc, quand je récupère ça, regardez, quand je mets sous forme matricielle, ça c'est quand je mets sous forme matricielle, j'obtiens ceci. En fait, une matrice, c'est un tenseur en fait. Donc, qu'est-ce que je vais encore vous expliquer ici? Ça, c'est le modèle que j'ai créé ici. En fait, ici, dans ce premier notebook, j'ai créé un modèle simple, mais sinon, j'ai mis en place un modèle plus avancé ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu le début ici. Donc, le plus important d'abord que je vais vous montrer, si on fait cette série, c'est vous montrer comment on collecte ces données, comment on les structure les données. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de point objet et je vous ai parlé plus tard de matrice. Sachez que ce n'est pas les mêmes informations. Du coup, ce n'est pas le même niveau d'information. Donc, il faut donc faire une transformation de point objet pour obtenir une matrice. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait ici. Vous voyez ici, voici mes points objets que j'ai stockés ici. Ça, c'est des données brutes qui viennent de Blender ou peut-être de votre logiciel de modélisation 3D. Ça peut être n'importe quoi parce que presque la majorité des logiciels de modélisation ont cette extension, que ce soit AutoCAD, que ce soit n'importe quoi. Ils ont cette extension. Donc, quand je récupère ces données brutes-là, il me faut d'abord les faire
une première transformation. Comme je vous ai dit, je les transforme en matrices. Et quand on transforme ces données en matrices, il faut donc stocker ces matrices-là. C'est ça que je stocke ici, en fait. Donc, je les ai mis dans Voxel ici. Vous voyez, ce sont les mêmes données, mais sous forme matricielle. Vous voyez ici, ça sont des fichiers qui permettent de stocker des matrices, en fait. NumPy nous permet de stocker des matrices dans ce type de fichiers. Donc, ce fichier, en fait, contient, c'est pas vraiment comme en fait, ce sont des matrices, mais qui représentent un nuage de points, en fait. C'est ça qu'on a appelé les voxels. Ça représente un nuage de points dans l'espace 3D. En fait, on peut voir l'espace 3D comme une matrice, en fait. Comme une matrice n fois n fois n. Et à chaque fois, quand il y a un objet à une position X, on lui met la valeur 1 à cette position. Quand il n'y en a pas, quand c'est le vide, on met la valeur 0. En fait, c'est ce que stocke ces matrices-là. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on stocke sous forme matricielle cette pièce 3D. Ça veut dire qu'on peut maintenant l'exploiter dans un réseau de neurones convolutifs. On peut l'exploiter en fait dans un réseau de neurones convolutifs ou peut-être dans tout autre algorithme de machine learning. Là, par exemple, comme je vous ai dit, j'avais d'abord fait un truc de base ici. Ça, c'était vraiment basique ici parce que j'ai créé des fonctions from scratch ici. Mais sinon, il y a des fonctions qui existent dans cette librairie, dans Open3D là, qui nous permet déjà de convertir en fait des fichiers .objet en matrice. Donc, ça nous permet, ici, dans ces fichiers, ici, je convertissais ça vraiment à la main. Mais sinon, ici, dans la version plus améliorée, ici, on a déjà cette librairie qui nous permet de faire ça. Et c'est plutôt content. Donc là, vous voyez que la pièce est encore plus représentée avec plus de détails, contrairement à ce que j'avais ici contrairement à ce que j'avais ici, en fait. En fait, ici, les informations que je réussissais à récupérer, c'était uniquement les sommets. Comme vous pouvez, attendez, je vous montre ces sommets. Le niveau d'information que moi, je réussissais à récupérer, le niveau d'information que je réussissais à récupérer, c'était uniquement les sommets que vous pouvez voir ici, par exemple, ces sommets-là. Là, je le bouge. En fait, j'ai réussi à récupérer ces premiers sommets dans un premier temps. Comme je vous ai dit, le fichier .objet stocke aussi les informations sur les faces. Mais en fait, faire une liaison entre ces informations n'est pas évident, vous voyez. Donc, c'est vraiment des informations natives. Et du coup, faire la liaison entre ces informations, ça va vous prendre... écrire une fonction qui fait ça va être compliqué à faire, en fait. Du coup, ce que moi, j'ai réussi à faire, c'est récupérer juste les sommets. Mais comme je vous ai dit, il y a une librairie qui nous facilite la tâche. C'est Open3D, si je n'abuse, c'est bien ça. C'est Open, non, c'est ici. C'est la librairie, voilà, Open3D. C'est une librairie qui nous permet de faire ce genre de manipulation. Et là, par exemple, vous voyez qu'on a plus de détails en fait. On a un niveau de détails plus avancé. Là, par exemple, c'est un objet de mauvaise qualité. On voit déjà que c'est un peu tordu. On peut récupérer un objet de bonne qualité ici. Bon, vraiment, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste de vous présenter le projet hein, et ça peut vous donner des idées de votre côté. On va pas trop expliquer le code aujourd'hui. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par le projet, les gars. Prenons un écran au hasard. Voilà. Voilà, on voit que ça, c'est de bonne qualité. Bon, en fait, on a l'impression que c'est un peu tordu, mais en fait, parce que c'est représenté dans un espace 3D et nous, on voit ça sur un plan 2D. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer dans ce projet d'intéressant? Alors là, par exemple, ici, je représente des coupes, juste des coupes de l'objet. On peut reprendre un objet aléatoire, peut-être. Voilà, vous voyez. Là, par exemple, ça, c'est une coupe. Imaginez-vous, on a un objet 3D et on fait une coupe. Une coupe, ça veut dire, on fait une coupe et on représente la coupe sur un plan 2D. Donc, c'est ça qu'on voit. Vous voyez déjà qu'on a la forme de notre écrou ici. Je ne sais pas, on a quand même
de la matière. En fait, tout ce qui est blanc là, c'est de la matière. Vous voyez, on a de la matière ici. Ce qui est sombre, c'est le vide. Voilà, voici un écrou encore bien détaillé. Vous voyez, ça c'est la représentation en voxel. Vous voyez qu'on quitte de l'objet 3D, on transforme ça en matrice. Et cette matrice, en fait, cette matrice est vue comme un nuage de points. Vous voyez, comme un nuage de points dans un espace 3D. Et c'est ça qu'on représente ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet? On va faire plusieurs choses. On va créer un modèle de classification, bien sûr, parce que c'est un problème de classification. On veut classifier si le modèle 3D d'écrou qui arrive est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Et nous, on va utiliser des CNN pour faire ça, des réseaux de neurones convolutifs, comme vous pouvez voir ici. Et ici, vous pouvez voir quelques paramètres du premier modèle. On a quand même environ 7 millions de paramètres ici. Donc, c'est énorme, très énorme. Et vous voyez là, on peut voir ici. Voici les dimensions d'entrée ici. En tout cas, le modèle, il a été défini ici, hein. Et qu'est-ce que je peux encore vous montrer d'intéressant, bien sûr? Voilà, bien sûr, voilà, ici, c'est très intéressant de vous parler de ça aussi, parce si on fait la série, on va parler de ce sujet. En fait, ici, vous voyez que initialement, ici, dans mon jeu de données, en fait, j'ai exporté une vingtaine, vous voyez. En fait, j'ai exporté 21 modèles d'écrou de mauvaise qualité et 21 modèles d'écrou de bonne qualité. Mais vous voyez que si je veux entraîner un modèle de classification sur 21 modèles, sur 21 écrous, en fait, il va pas pouvoir identifier, en fait, il va pas pouvoir être pertinent, en fait. Le modèle ne sera pas pertinent parce qu'il n'a pas assez de données. Du coup, on va dans le cadre de cette vidéo, de ce tutoriel, faire ce qu'on appelle une augmentation de données. Donc, on va créer des données à partir des données qu'on a. Par exemple, on peut faire des rotations, des translations, on peut faire des suppressions de pixels, des augmentations de pixels, vous voyez. Surtout par exemple, sur des objets de bonne qualité, on va pas du tout faire sur des écrous de bonne qualité, on va pas faire des modifications aléatoires, bien sûr. On va faire des modifications contrôlées. On peut juste faire des rotations, des translations, euh, des modifications en fait qui n'impactent pas sur le maillage de l'objet. Par contre, pour les écrous de mauvaise qualité, on peut se permettre de faire quand même quelques modifications qui impactent sur le maillage parce que on peut faire par exemple on peut par exemple tordre cet écrou, on peut par exemple tordre l'écrou pour dire c'est de mauvaise qualité, vous voyez. Donc on peut faire ce genre de modifications comme tordre, faire des translations, suppression. On peut aussi faire des rotations sans problème. Ça, c'est pour des objets de mauvaise qualité. Et qu'est-ce que je peux encore vous montrer, les gars, qu'on va voir dans le cadre de cette vidéo. Donc on a vu le modèle tout à l'heure qu'on a mis en place. Après, on a vu quoi? La création des données. On crée des données à partir des translations, rotations. On peut faire comment j'appelle ça déjà ici? On peut faire des modifications. Enfin, on peut simuler par exemple euh, euh, comment dire? On peut simuler des fissures par exemple. Donc, on peut par exemple supprimer des pixels sur un axe, supprimer des pixels sur une zone. Vous voyez, ça peut simuler des fissures, des cassures, si on peut dire. Mais on peut faire ce genre de modifications uniquement sur des écrous de mauvaise qualité. Et après avoir fait ça, ça nous permet d'avoir un dataset encore plus grand parce que vous voyez ici, on avait un dataset de 50 ici. Imaginez si vous faites des modifications sur chaque écrou, vous faites par exemple 10 modifications. Vous voyez que ça va augmenter de façon assez significative votre dataset. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai augmenté, en fait, pour chaque écrou, j'ai créé 50 versions différentes. Vous voyez. Avec ça, j'ai un jeu de données encore plus grand. Et vous voyez ici, en fait, je suis quitté de 40 écrous avec 21 de bonne qualité, 21 de mauvaise qualité, à environ combien ici? Vous voyez ici, 2000 en fait, plus de 2200.
Et par exemple, là, j'affiche un écrou pour que vous voyez que c'est toujours un écrou de bonne qualité. Là, maintenant, en fait, j'espère qu'on ne mélange pas les choses parce que j'ai entraîné deux modèles. Ici, c'est le premier. Ici, c'est le premier. Voilà, oui, ça c'est le deuxième. Le premier, il était en haut. En fait, le premier modèle n'était pas très performant. En fait, j'ai fait un deuxième modèle qui utilise à la fois les réseaux de neurones convolutifs et les réseaux de neurones récurrents pour capturer certaines séquences entre les pixels ou entre les voxels, comme on appelle. Parce que pixel, c'est quand on est en 2D, voxel, c'est 3D. Donc, mon deuxième réseau de neurones ici, en fait, ou peut-être mon deuxième modèle, j'ai utilisé un CNN combiné avec un RNN ou réseau de neurones récurrents. Et j'ai entraîné ce modèle. On peut voir les résultats ici. Vous voyez, en fait, on a un pourcentage de réussite de 74% sur des données de test, ce qui n'est pas déjà mal pour ce problème, mais on peut encore l'optimiser parce que 74%, ça veut encore dire qu'il y a encore une part d'aléatoire dans ces décisions. Donc, je vais encore travailler de mon côté pour pouvoir l'améliorer, bien sûr. Et n'hésitez pas, les gars, à me dire en commentaire si vous voulez que on explore encore en profondeur ce projet sur la chaîne, les gars. Euh, donc, on va tester notre modèle ici. Là, par exemple, je sauvegarde mon modèle, je le sauvegarde ici. Et quand je le sauvegarde, ça veut dire je crée mon pipeline maintenant. Ça, c'est un pipeline qui ne dépend plus d'aucune chose ici en fait. Il dépend juste des fonctions que je vais appeler des fonctions natives, par exemple. Et dans mon pipeline, qu'est-ce que je prends en entrée? Je prends juste un objet, point objet. Donc, un modèle 3D. Je prends un modèle 3D puis en entrée. Et à partir de ce modèle 3D, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le convertir en matrice ou en nuage de points 3D. Et quand je le convertis en nuage de points, je charge mon modèle qui a été sauvegardé. C'est le modèle que je charge ici, le modèle qui a été sauvegardé. Et là, je fais des prédictions sur ce nouveau modèle. En fait, je convertis en nuage de points 3D et là, je fais des prédictions là-dessus. Par exemple, vous pouvez voir, voici un objet, un écrou qui n'a pas été vu lors de l'entraînement, bien sûr. Vous pouvez voir, cet écrou vient de quel fichier? Ah, celui-ci a été vu. En fait, je vais changer, je vais partir dans le test parce que j'ai créé un dossier test. Si je vous montre ici, good, bad. En fait, le dossier test ici, il contient aussi des écrous, mais des écrous de test qui n'ont pas été vus par le modèle, ni lors de la validation, rien. Donc là, par exemple, je vais prendre quel test? Prenons par exemple test. Bon, je connais pas parce que vu que les tests ne sont pas labellisés, on ne connaît pas s'ils sont de bonne qualité ou pas. On exécute ça, voilà. Là, globalement, il nous dit qu'il est de bonne qualité, avec un pourcentage de... En fait, il est sûr de lui qu'il est de bonne qualité, vous voyez. Donc, on est sûr que cet écrou est de bonne qualité, on peut classifier ça comme bon. Et est-ce qu'on peut encore tester? Testons 13 par exemple pour voir. 13, écrou 13, test 13. Voilà, on voit directement que c'est de mauvaise qualité même d'abord. Voilà, le modèle prédit que c'est de mauvaise qualité. Vous voyez que l'écrou est un peu tordu, comme si il n'a pas été bien usiné. Et du coup, notre modèle est bien intelligent. Il prédit bien que c'est de mauvaise qualité. Mais comme on a vu ici, le pourcentage de réussite sur les données de test est de 74%. Ce n'est pas mal, mais il y a quand même une part d'aléatoire dessus. Ça veut dire qu'il y a encore 30% de chances que le modèle prédise fasse un mauvais choix. Donc les gars, j'espère que vous avez compris. Le but pour moi, c'est que vous compreniez, dans cette première vidéo, ce que vous compreniez en fait l'idée qui a derrière ce projet. Et c'est un projet vraiment qui peut être très utile dans des domaines où vous avez besoin de faire pas des maintenances, mais de vérifier si les pièces que vous fabriquez sont de bonne qualité, de vérifier si une pièce qui vient de sortir de l'usinage est de bonne qualité ou pas. Donc les gars, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on travaille sur ce projet. Et
comment dire, à très bientôt les gars pour la suite de cette série. Ciao, ciao.